Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils Darius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan, destiné à poser la couronne d'Aquilonia, ornée de pierres précieuses, sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures. Ave spectateurs, je suis Simon Belmont et aujourd'hui j'ai une question un peu particulière à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber amoureux ? Métaphoriquement parlant, hein, j'entends. Genre, découvrir tout un univers qui de base ne vous parlerait absolument pas. Et ça peut fonctionner avec tout type d'art, comme par exemple un style musical que vous n'imaginiez pas pour vous. Et personnellement, je n'ai jamais été un très grand fan d'Heroic Fantasy avant, et en même temps c'est un petit peu normal. J'ai bien plus grandi avec les récits épiques de science-fiction comme Star Wars et sa galaxie lointaine, très lointaine, le cinquième élément qui, même encore aujourd'hui, me met une PLS intergalactique, Star Trek, et je ne remercierai jamais assez mon grand frère d'avoir acheté les films de The Next Generation en cassette à l'époque, sans qui je n'aurais jamais pu découvrir les Borg qui ont été mon introduction aux thématiques cyberpunk. Et bien plus tard, alors que mon paternel venait de déménager sa collection de VHS et que le magnétoscope familial tournait tellement qu'il a failli prendre feu plus de fois que je ne pourrais les compter, chaque jour de ma vie n'est que souffrance. Par pitié, tuez-moi. la saga Mad Max et le post-apo, mais ça, nous en parlerons une autre fois. Jusqu'ici, tout ce que je connaissais des mythes et des légendes se résumait aux livres de contes, style Les Frères Grimm, ou encore certains films comme Labyrinthe de Jim Henson avec David Bowie, et les séries qui réadaptaient les sorcières et vampires, genre la trilogie du samedi. J'étais donc très loin des histoires de pro-chevaliers combattant dragons, sorcières, nécromanciens et autres consentements. Et pour vous expliquer un petit peu le délire, j'ai découvert Willow genre hyper tard. Ce qui fait que la série sortie en 2022, là où tout le monde est en train de péter un câble dessus, moi, j'en ai légèrement rien à péter. Et c'est au début de mon adolescence, une période remplie de curiosité et dépourvue d'internet, qu'un tout jeune bébé Belmont tomba sur un film à la couverture un peu étrange, et qui pourtant allait changer sa vie en l'introduisant à ce que les univers médiévaux fantastiques avaient de mieux à lui offrir. Bienvenue dans Rêver Ciné, laissez-moi vous conter l'épopée la plus philosophiquement musclée de celui qui est destiné à devenir roi à la seule force de ses bras, j'ai nommé Conan le Cimérien, aussi appelé Conan le Barbare. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui c'est Conan, pourquoi j'en parle, et est-ce que ça se mange? Sorti initialement dans les pulps Weird Tales en 1932 et écrit par Robert E. Howard, Conan raconte les aventures d'un barbare venu de Cimmérie pendant un âge obscur nommé Âge Iborien, se plaçant entre la chute de l'Atlantide et le début des anciennes civilisations style mésopotamienne, mélangeant magie, récit épique mais aussi historique, inspiration Lovecraftienne et questionnement philosophique. Nous suivrons l'évolution d'un barbare du Nord pour qui la mort est une compagne de voyage, parfois mercenaire, voleur ou encore aventurier, il poursuivra sa quête pour comprendre ce que les autres appellent la civilisation, et finalement devenir un roi fatigué et menacé par d'innombrables trahisons. Et vous n'avez aucune idée à quel point l'œuvre d'Howard fut une pierre fondatrice avec le Hobbit de Tolkien. Aujourd'hui encore, il est considéré comme le père de l'heroic fantasy, inspirant bon nombre d'Imul comme Xena la guerrière, donc sans lui pas de Donjons et Dragons, pas d'Harry Potter et pas de Donjons de Nalbuck. Et certainement pas de The Witcher et encore moins de Stranger Things. Et donc, s'il y a si peu d'écrits sur le personnage de Conan, à peine 3 recueils de nouvelles de peu près 130 pages chacun, Quand on le compare à Tolkien et son Silmarillion, c'est tout juste la moitié. c'est parce qu'Howard n'était malheureusement pas la personne la plus saine d'esprit du monde. En effet, pour la légende, il était fondamentalement persuadé de ne pas être l'auteur de Conan, mais de n'être que son conteur. Ce qui implique qu'il était persuadé de vraiment avoir un barbare huilé de 2 mètres de haut dans sa chambre qui lui racontait ses histoires. Merci à toi, ô puissant Conan, de me laisser raconter tes aventures. Tu reprendrais bien un peu de café ? Il en sait trop. Tue-le maintenant. Et après son décès en 1936, le personnage tombe malheureusement dans l'oubli, jusqu'à ce que Lions prenne de camp, récupère les droits et le popularise à nouveau. Et il y en a eu des adaptations du Cimmérien, en comics chez Marvel, puis chez Dark Horse, Du pathétique à l'épique donc. en jeux vidéo, avec pas moins de 5 jeux, dont le plus récent sorti en 2017, Conan Exile, des jeux de société, et 4 jeux de rôle sur table, sortis respectivement en 1985, 89, 2004 et 2017. C'est d'ailleurs beaucoup dû au jeu de rôle Donjons et Dragons avec sa classe barbare que lui vient l'image de gros bourrins sans cervelle plus doués à dévisser des têtes qu'à réfléchir. 2 dessins animés sortis en 1992 et 2010, une série complètement pourrie sortie en 1997, que j'ai regardé parce qu'on n'a pas tous eu droit à une enfance facile, et surtout 3 adaptations au cinéma, et c'est justement de celle-ci dont nous allons parler. Alors enfilez vos plus beaux pognes et sortez vos plus grosses épées, on est parti pour la première adaptation au cinéma,
Conan le Barbare. Sorti en 1982 et réalisé par John Milius, le film commence par un monologue du chroniqueur, qui, diégétiquement, nous raconte l'histoire du film, et on enchaîne avec la fabrication d'une épée. Oh la vache, regardez-moi cette beauté, je suis sûr que je peux me couper rien qu'en la regardant. Et ce niveau de détail dans les inscriptions, c'est beau. Eh, avouez quand même que c'est autre chose que les bouts de tôle bas de gamme de Game of Thrones où ils ont collé 2 gris-gris en or dessus pour faire classe. Tu veux bien te concentrer? Oui. Pardon. Une fois ce merveilleusement simpliste outil de mort terminé, nous retrouvons un tout jeune Conan sous fond vert, où son père, joué par le regretté William Smith, lui raconte comment Chrome, leur dieu, a perdu le secret de l'acier volé par les géants et retrouvé par leur peuple, après qu'ils aient été punis par celui-ci. Mais plus important, il explique à son fils comment être un homme en ne se fiant à personne d'autre qu'à son épée. Et toi, t'oses te plaindre quand ton père te force à faire tes devoirs? C'est alors qu'arrivent sur le village des cavaliers armés jusqu'aux dents. En quelques minutes, ils font un carnage, brûlent les maisons, et alors que le père de Conan résiste, il finit dévoré vivant par des chiens sous les yeux de sa femme, jouée par Nadioska, et son fils. Une fois la bataille terminée, le chef de cette troupe armée arrive et se voit confier l'épée du père de Conan. Nous découvrons donc l'envoûtant Tulsa Doom, joué par James Earl Jones, qui n'est autre que la voix d'un certain Dark Vador sur la trilogie originale. Non, je suis ton père. Celui-ci semble être aussi bien fasciné par la perfection de la lame qu'il vient de gagner que fascinant puisqu'une fois arrivé devant la mère de Conan, arme au poing et protégeant son fils, sans un mot et sans une menace, il lui fait baisser son arme avant de violemment lui trancher la tête d'un coup net sous les yeux de Conan. Ah oui, j'avais oublié de prévenir. Nous parlons ici d'un âge obscur. Un âge où littéralement la violence et la mort sont le quotidien d'à peu près tout le monde, et dont la morale est tout sauf la même que la nôtre. Et qu'on soit mendiant ou empereur, personne n'y échappe. Traduction, c'est pas pour les fragiles. Les enfants du village sont donc capturés et vendus comme esclaves. Ouais, c'est ça le capitalisme, salope. Et après ce qui semble être des semaines de marche forcée, Conan et les survivants se retrouvent dans une terre désertique, contraints de tourner une roue sous les coups de fouet. Mais alors que les années passent et que les morts s'enchaînent, l'un d'eux survit, gravé en lui le symbole de 2 serpents se faisant face, emblème de l'homme qui a tué ses parents, un désir de survie et de vengeance brûlant en lui. Je veux lui trancher la gorge et me réjouir en me baignant dans son sang. Conan est maintenant adulte, et il est joué par Monsieur Univers en personne, Arnold Schwarzenegger. Étant donné que le mec est quand même une bonne grosse montagne de muscles, il est envoyé dans les fosses où il se battra façon gladiateur pour amuser la galerie. Au fil des combats, mais surtout des victoires, Conan commence à apprécier les hurlements de la foule, et c'est au combat qu'il commencera à comprendre le sens des valeurs, celui de la vie, de la mort et du plaisir de la gloire. À force d'enchaîner les victoires, il fut envoyé à l'Est, où les maîtres d'armes ont parfait son éducation militaire, mais aussi culturelle puisqu'il y apprendra à lire et à écrire, ainsi que les femmes pour le plus grand plaisir des voyeurs qui payent une petite fortune pour mater un culturiste se taper une gonzesse. Bah, faut les comprendre, ils avaient pas Pornhub à l'époque les mecs. Mais d'un autre côté, ça soulève une question existentielle que je trouve particulièrement pertinente. Quand on voit la plastique des acteurs et actrices qui jouent dans ce genre de performance et de ce genre de production, techniquement parlant, est-ce qu'on se dit pas qu'on fait pas la même chose? Et plus le temps passe, et plus Conan impressionne de par sa maîtrise des armes ainsi que sa curiosité. Mais le souvenir de son peuple, les lois de l'acier restent gravées en lui. C'est donc une fois complet, aussi bien physiquement que mentalement, que la question lui est posée pendant un repas. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. De l'amour et de la tendresse. Une nuit, et alors qu'il dormait, son geôlier, que j'ai affectueusement nommé le Rouquin, joué par Louise Barbou, le réveille armé d'une hache et brise ses chaînes lui offrant enfin la liberté qu'il convoitait. Nous retrouverons donc enfin Conan libre de courir quelques jours plus tard. En cherchant à fuir une meute de loups, il se retrouve dans une ancienne grotte étrange, ressemblant à un palais oublié depuis suffisamment longtemps pour que l'homme sur le trône soit devenu un squelette. Il trouve alors sur lui ce qui deviendra sa plus fidèle alliée, l'épée Atlante. Une fois débarrassé des loups, et je fais volontairement l'impasse sur la scène où il se tape une sorcière parce qu'on en reparlera plus tard, il fait la rencontre de Subotai, joué par Gary Lopez, un voleur et archer, enchaîné et abandonné à mourir de faim, avec qui il se liera d'amitié. Une fois en ville, Conan et son nouveau compagnon se mettent à la recherche des meurtriers de sa famille, et alors qu'ils suivent des rumeurs autour d'une tour appartenant à un mystérieux culte dont la dite tour est recouverte de serpents, Subotai propose de tranquillement entrer et faucher tout ce qu'il y aura de valeur là-bas. Mais le soir même de leur casse, ils font la rencontre de Valeria, jouée par Sandal Bergman, une voleuse elle aussi qui projetait bien avant nos deux oiseaux de mettre la main sur les richesses de la tour. Le groupe finit donc par s'associer et infiltre la tour où, tandis que Valeria se fait passer pour une fidèle, les deux hommes se faufilent dans les sous-sols et découvrent dans un charnier joyaux et pierres précieuses disposés sur un autel où dort un immense serpent. Lâche-moi, j'ai la méga flemme. Une fois leur larcin fait, Conan tombe sur l'emblème à tête de serpent, celui-là même des hommes qui ont massacré son peuple, ce qui laisse le temps au serpent de se réveiller et de l'attaquer, mais grâce à l'aide de Subotai, il finit par trancher la question.
Manque de bol, dans leur délire bizarre, Comme dans pratiquement toutes les dérives sectaires. il faut un sacrifice, et c'est donc une pouffe random qui va s'y coller comme une cruche en se jetant gentiment dans le vide. Espèce de dégénéré sanguinaire. Elle tombe donc sur le cadavre du serpent et se met à beugler comme un veau, ce qui pousse nos héros à rapidement prendre la tangente poursuivis par les gardes. Une fois sortis, ils sont riches, et se livrent donc à tous les excès, mais Valeria et Conan tombent sous le charme l'un de l'autre. Le problème, c'est que dans Kikiner, la religion locale, qui est quand même aussi sympathique qu'un CRS à qui tu serais obligé de rappeler le code pénal et les droits de l'homme, c'est pas franchement une très bonne idée. Résultat, ils sont chopés par les gardes royaux, et malgré qu'en temps normal, Conan les aurait gérés une main sur l'épée, l'autre dans son calbut, quand t'as 3 grammes dans chaque bras, tu peux être la machine à tuer la plus redoutable du monde, bah tu vas t'étaler comme un caca sur le trottoir. Oh, garçon, il y a un cadavre dans ma soupe. Ils sont donc amenés devant le roi Osric, l'usurpateur, joué par le regretté Max von Sydow. Et si au début nos héros chient dans leur pagne, le roi se montre plus qu'heureux qu'un petit groupe et les Couriballs de s'en prendre à ni plus ni moins que Tolsadoum lui-même et sa secte. Donc vous pouvez péter un coup et on va boire frère. Le roi explique alors que sa propre fille, elle aussi, est tombée sous le charme du gourou et qu'il est prêt à tout pour la retrouver. Il paye alors notre groupe, plus que généreusement, pour s'acquitter de cette tâche. J'ai dépensé sans compter. Mais Valeria, le couteau le plus affûté du tiroir, il faut bien l'avouer, propose plutôt de prendre l'argent qu'ils ont déjà et de foutre le camp très loin du roi, de Tolsadoum et de laisser leur vie de voleur derrière eux. Bah ouais, pas bête la meuf, parce que pendant que Conan il faisait du leveling sur sa roue, Tolsadoum il en a fait aussi. Et maintenant le mec est devenu tellement pété qu'il peut se permettre de menacer un roi au KLM. Donc techniquement parlant, c'est pas le genre de mec que tu vas aller enquiquiner pour le fun. Même si il est le tente, malheureusement pour elle, Conan lui n'est pas prêt à laisser une opportunité comme celle-ci disparaître. Il abandonne alors son groupe et prend la direction de la montagne du pouvoir, la grande forteresse de Tolsadoum. C'est alors qu'en chemin, et après plusieurs semaines de voyage, notre héros fait la rencontre d'un étrange enchanteur, joué par le regretté Makoto Iwamatsu, qui n'est autre que le narrateur de l'histoire vivant à côté d'un tombeau dans une région peu hospitalière. Si au début réticent, il finit très vite par se lier d'amitié avec le Cimérien, et celui-ci se fera passer pour un pèlerin venu rendre hommage au gourou pour s'infiltrer dans la forteresse. Une fois sur place, il pique la tunique d'un prêtre, aperçoit la fille du roi qui est limite une VIP chez cette bande d'illuminés, Le lavage de cerveau avait visiblement été très efficace. et utilise le médaillon à tête de serpent volé au temple pour entrer. Mal joué. Conan se fait griller instant et se fait casser la tronche, enfin lui et le caméraman qui n'avait rien demandé, et il est amené devant Tolsadoum en personne. Celui-ci est fou de rage qu'il ait tué son serpent et volé ses trésors. Je suis dans une colère noire. Mais quand Conan lui rappelle ce qu'il lui a fait, celui-ci se justifie en disant que c'est probablement arrivé dans sa jeunesse, quand il cherchait le secret de l'acier, et qu'il ne s'en rappelle même pas tellement cet événement a été anodin pour lui. Le jour où Bison a honoré votre village était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi. Il enchaîne ensuite en expliquant qu'avec le temps, il a compris que le pouvoir de l'acier n'est rien face à celui de la chair. Quoi? Mais il se prend pour un penseur philosophique maintenant. Et pour démontrer son immense pouvoir, il incite une de ses fidèles à le rejoindre, et la demoiselle se casse donc la binette sur le parquet après avoir fait une chute de plus de 10 mètres. Oh non, mais je venais de poser le sol. Persuadé de sa supériorité, il fait donner une leçon à Conan en le faisant crucifier à un arbre en plein désert. Ne leur pardonne pas, culturiste aux longs cheveux. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Son agonie durera des jours, et après avoir lutté de toutes ses forces, et alors que par chance Subotai et Valeria le retrouvent enfin, Conan succombe à ses blessures. Fin. Alors dis-moi ma chérie, t'as aimé l'histoire que papa t'a racontée? Je veux que ce soit maman qui me lise une histoire. Eh oui, moi aussi j'aimerais énormément que ce soit maman qui te raconte une histoire. Le problème c'est qu'elle s'est barrée parce que t'arrêtais pas de chialer. Père de l'année. Ils emportent son corps jusqu'au sorcier, où, déterminé à empêcher la mort de la séparer de son amant, Valeria le supplie d'en appeler aux dieux de ces terres pour le faire revenir. Le sorcier lui explique que les dieux ne donnent rien gratuitement et que le prix à payer sera terrible. Mais Valeria se fiche pas mal des conséquences car elle est prête à tout sacrifier pour lui. À la nuit tombée, il prépare son corps et nos héros attendent que les démons viennent chercher son âme, prêts à la défendre. J'ai peur que bientôt, peut-être cette nuit, ils essaient de l'emporter. Et si jamais ils réussissent? Si jamais ils réussissent, tu le suivras. Bon alors à la base j'étais censé faire une vanne à la con sur la définition du mot hystérique. Mais d'un autre côté je me dis que si la personne que t'aimes le plus au monde est décédée et que son âme est entre toi et une armée de démons... Ouais bon on va pas se mentir,
On se mettrait tous en mode Doomslayer. C'est alors que le ciel se couvre de nuages d'orage, mais sans aucune pluie, que le vent se met à souffler sans tempête, et que tout devient rouge. Mort de trouille, le sorcier se carapate dans sa cahute. Oh l'autre, tu serais pas un foireux de ta race? Tandis que le corps de Conan se met à léviter et que des apparitions fantomatiques tentent de l'emporter. Valeria et Subotai défendront leur ami jusqu'au petit jour où Conan ouvrira à nouveau les yeux, ressuscité. La morale à tirer de tout ça les enfants, c'est que si jamais vous avez besoin de respawn et que des démons veulent votre peau, c'est quand même toujours bien d'avoir de très bons potes. Valeria dit alors à Conan ce qui est probablement la chose la plus romantique qu'on peut dire à un homme. Tous les dieux ne pourront nous séparer. Si j'étais morte et que tu combattes toujours pour la vie, je reviendrais des ténèbres. Je pourrais même revenir de l'enfer. Pour combattre à tes côtés. C'est tellement beau! Puis notre petit groupe prépare un plan pour retourner dans la montagne. Celle-ci étant creuse et le gourou vivant à l'intérieur, un bon voleur pourrait y entrer en toute discrétion, prendre la fille du roi et repartir. Mais Conan, il en a rien à péter en fait de la fille. Péter la nuque de Dol Sadoum, par contre, c'est pas vraiment la même histoire. Mais tirant leçon de son erreur, il se concentre alors sur la mission. Nos héros partent donc le lendemain pour la montagne. Après s'être préparés, ils passent par un passage dérobé dans la montagne pour atterrir dans ce qui semble être des cuisines moyenâgeuses. Vous savez ce que vous mangez là? C'est du steak avec des boulettes entre les doigts de pied. C'est un bon goût. Ils suivent les cuistots pour arriver dans une orgie et mercredi. Allez, super, c'est bon. Et c'est encore Bibi qui va devoir passer 4 heures à censurer tout ça. Attends, t'avais pas oublié un pénis dans une de tes anciennes vidéos et YouTube était trop occupé de casser les pieds avec les droits d'auteur pour le remarquer? Ah si, techniquement, c'est vrai, t'as raison. Mais d'un autre côté, tu vois, les vidéos YouTube, c'est exactement comme le sexe. Faut toujours se protéger. Bref, nos héros s'infiltrent et repèrent la princesse Yasmina, jouée par la regrettée Valérie Quinsin, au pied de Tol Sadoum, complètement déchiré au LSD. Putain, il est trop bien ce son. Et comme la discrétion s'en va bien 5 minutes, Conan et les autres sortent leurs épées, Tol Sadoum se change en serpent et... Orgie dans le sang! Nos héros passent l'attaque, chopent la fille et retournent la baraque avant de s'enfuir. Mais dehors les Romano! Tol Sadoum est hors de lui, je sais que ça se voit pas beaucoup mais croyez-moi, il est colère. Il prend son arc et un serpent et tire une flèche qui atteint Valeria au flanc tandis que nos héros fuyaient à cheval. Conan retire l'animal mais il est trop tard, elle déclare une dernière fois son amour au cimérien avant de mourir. Conan prend le temps de lui préparer un bûcher digne d'une reine et accroche la princesse à un rocher bien visible pour tendre un piège à Tol Sadoum. Subotai et lui préparent alors les ruines qu'ils remplissent avec toutes sortes de pièges, d'armes, ainsi que les squelettes en armure pour donner l'illusion qu'ils sont une armée tandis que les forces de Tol Sadoum déferlent sur eux. Conan tape alors le monologue le plus badass de l'univers, où il dit clairement à Chrome, son dieu, que s'il ne veut pas lui accorder sa vengeance, il peut prodigieusement aller se faire cuire un steak. La bataille commence et sans surprise c'est un carnage. Les hommes de Doom se font massacrer par ces deux sauvageons qui n'ont que leurs armes, leurs tripes et leur désir de vengeance pour allier. Et même le sorcier vient se joindre à la bataille en aidant Subotai, et alors que Conan affronte les lieutenants de Doom, en parlant l'un d'eux et prenant bien le temps de savourer ce moment au passage, limite, s'il pouvait, il s'allumerait une clope pour encore en profiter encore plus. Le second bras droit que j'ai affectueusement appelé Moustache, il s'appelle Rexor. Non, Moustache c'est mieux. Rexor, donc joué par Ben Davidson, fou de rage lui fonce dessus et alors qu'il est à deux doigts d'en finir avec notre Monsieur Univers, Valeria, revenue d'entre les morts dans une armure chatoyante, le stop net avant de disparaître comme un mirage, ce qui laisse le temps à Conan de faire ce qu'il sait faire de mieux dans un 1v1 cimetière du Nord où il brisera l'épée de son père sur la tronche de Moustache. En voyant ça, Doom perd patience devant ces trois no-name lui tenant tête par deux fois. Ça commence à bien faire! Et la princesse, toujours accrochée à son rocher, le supplie de ne pas l'abandonner. En réponse, celui-ci sort alors à nouveau un arc et envoie une de ses flèches serpentines en sa direction, dont elle est sauvée in extremis par Subotai et le sorcier. Devant ce cuisant échec, Doom retourne la queue entre les jambes à sa montagne. T'as compris? Que serpent Tandis que Conan célèbre sa victoire de la même manière que pendant ses années de gladiateur au pied du bûcher de son aimé. Fondu sur Tol Sadoum, au sommet de sa montagne qui s'adresse à ses fidèles avec un discours digne des plus tarés des fanatiques religieux. Mais une nouvelle fois, Conan s'infiltre avec la princesse pour arriver derrière lui. Les deux hommes échangent des mots, Tol Sadoum expliquant à Conan que sans lui, toute sa quête, tout son parcours, toutes les épreuves et les horreurs qu'il a traversées ne sont rien. Il est le moteur de son existence, celui qui a motivé chacun de ses pas jusqu'à cette montagne. Conan comprend alors que sa vengeance aura un goût amer, mais le cimérien ne peut pas laisser ce monstre s'enfuir et abat l'épée brisée de son père sur le gourou avant de violemment le décapiter. Il jette ensuite la tête au sol, laisse tomber l'épée brisée, les disciples éteignent leurs torches et rentrent chez eux, et Conan reste assis là, contemplant l'obscurité avant de croiser le regard de la princesse, se rappelant qu'il lui reste encore à honorer sa part du contrat. Il attrape alors une torche, passe une audition pour les JO de Paris, mettant le feu au temple, et repart pour d'autres aventures. Et le film se termine sur une image d'un Conan âgé devenu roi lui-même, sous un texte défilant et une narration du sorcier et chroniqueur comptant ses futurs exploits, mais ceci
est une autre histoire. Conan le Barbare est le meilleur film d'Heroic Fantasy jamais réalisé. Il est presque parfait à tous les niveaux. Presque. Va bien falloir comprendre qu'en termes de défauts, c'est surtout des détails, et il ne dérange en rien la compréhension ou même la qualité globale du film, c'est juste moi qui fais mon anti-kineur. D'abord, certaines chorégraphies sont soit lourdes, soit pas ouf, mais faut bien comprendre que Star Wars et Matrix ne sont pas encore passés par là, et donc on n'accorde pas la même rigueur à ce genre de détails qu'aujourd'hui. Ouais, c'est pas comme si on claquait des fortunes pour que les combats soient mal gérés, que les acteurs aient même pas le temps de retenir leur mouvement puisqu'ils ont à peine le temps de retenir leur texte. N'est-ce pas? Maintenant, question stupide mais extrêmement intéressante, à quoi elle sert cette roue? Non, sérieux, le truc s'appelle la roue de la souffrance. Alors ok, mais ça fait fonctionner quoi exactement? Parce qu'à part torturer des gosses, ce qui est une pratique comme une autre pour décompresser le week-end, Il y en a c'est le bingo, d'autres c'est de frapper des enfants. ben je ne vois pas l'utilité de mettre des esclaves que t'achètes une petite fortune sur une roue si celle-ci n'a pas besoin de tourner en permanence. Je sais pas moi, moudre du grain, faire monter un ascenseur, recharger un Pikachu, ou quelconque utilité nécessitant une main d'œuvre gratuite et régulièrement violentée pour fournir un effort constant. Parce que ça vaut pas trop le coup de les payer aussi cher si c'est juste pour les faire mourir de fatigue dans un taf qui n'a aucun sens. Ou alors je me gourre et le film se passe en France en 2023. Et pour continuer avec cette roue du mal, je vais devoir revenir encore sur une de mes règles et parler du livre. À la base, l'intrigue du film prend énormément de liberté avec les récits d'Howard, surtout en ce qui concerne le traitement du personnage de Conan. Voir le Cimmérien sur cette roue à la tourner comme un âne pendant 20 ans, non, juste non. Conan, il reste pas comme une cloche à bien gentiment attendre qu'on lui offre sa liberté. Il tue, s'échappe ou meurt pour l'obtenir, point barre. Ensuite, j'ai toujours pas compris pourquoi on a eu droit à la scène de la sorcière. Pour la faire court, et parce que j'ai eu la méga flemme de la résumer avant, mais Conan arrive dans la cahute d'une sorcière jouée par Cassandra Gava. Elle l'invite, il la saute, elle se transforme, il la crame et reprend sa route. Voilà. La scène n'a aucune utilité, c'est une énorme perte de temps sur 20, et pour le coup je ne la justifie que parce qu'elle serait peut-être dans le bouquin de base. Sauf que pour le coup, le livre je l'ai lu, même si ça fait longtemps, et comme je m'en rappelle pas, c'est que soit elle était pas dedans, soit elle m'a pas marqué. Et justement, dans une adaptation, ce qui prend 3 lignes sur du papier, c'est des milliers de dollars investis pour créer décors, accessoires, musique, acteurs, figurants, éclairage, j'en passe et des meilleurs. Pour preuve, dans le livre, quand Conan récupère l'épée Atlante, le squelette du roi se met à l'attaquer, et c'est au prix d'un terrible combat qu'il en sort vainqueur. Mais c'est hyper relou à faire et absolument pas nécessaire dans le film. Alors on nous met un petit coup de flip avec la main qui bouge, et c'est bon, on n'en parle plus. Alors pourquoi la scène de la sorcière? T'as pensé au fait que ça pouvait juste être une scène de sexe? Ah bah ouais, maintenant que tu le dis, ça fait sens. Et tant qu'on parle du beau sexe, il est bien évidemment temps de parler de Valeria et de sa magnifique armure qui pique les yeux. Alors ok, l'idée est surtout de mettre en avant le côté Valkyrie descendu des cieux pour sauver le héros, un genre d'apparition mystique plus qu'autre chose, mais pour le coup, c'est juste kitsch à souhait avec tous ces éclats de lumière. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma de J.J. Abrams, petite question stupide, mais d'après vous croyez qu'il se masturbe dessus la nuit? Et pour finir avec ce qui ne va pas, et franchement c'est un faux problème, mais c'est la façon dont les héros se rencontrent. Ça tient en 2 mots, le hasard. Alors d'habitude c'est un argument que je serais très prompt à défoncer à grands coups d'épée, mais c'est oublier une chose extrêmement importante... l'époque. Et je ne parle pas ici des années 80, mais bien de la façon dont les livres ont été écrits. Si vous êtes joueur de jeux de rôle sur table, aussi appelé JDR, pratique qui consiste à interpréter un personnage créé par vos soins, avec des compétences et des statistiques différentes en fonction de la classe ou du type que vous choisissez, dans des campagnes gérées par des maîtres du jeu ou du donjon, un pur monstre de sadisme qui n'a pour but que de faire mourir votre personnage durement créé, équipé et entraîné dans les souffrances les plus horribles et les plus humiliantes possibles. Bref, pour ceux qui connaissent pas, c'est le jeu auquel jouent les mômes dans Stranger Things. Et bien si vous êtes rôliste, donc, pour vous, ça n'est pas très dérangeant, car la plupart du temps, c'est au gré des hasards et des besoins du MJ que ces rencontres se passent aussi. Une ficelle plutôt grossière, mais en même temps terriblement réelle, car combien d'entre nous ont rencontré de très bons, voire même nos meilleurs amis par le pur hasard de la vie. Alors concrètement, Conan a besoin d'un allié un peu différent de lui, avec des talents qu'il n'a pas, l'arc et le larcin. Il tombe sur Subotai et coup de chance pour un voleur, il a de l'honneur. Il cherche à cambrioler la tour de Tulsa Doom, il tombe sur Valeria qui préparait elle aussi le même larcin, et réussite critique sur son jet de chance, elle tombe amoureuse de Conan, ce qui l'empêche de les planter là en piquant le butin. Et comme je le disais, c'est pas encore problématique, puisque techniquement parlant, le film adapte les bases de tous les univers d'Heroic Fantasy. Donc, techniquement parlant, le film reste fidèle à lui-même. Aujourd'hui, on utiliserait d'autres procédés, comme un objectif commun, une dette de vie, ou juste le héros qui serait un gamin en quête d'une figure parentale X ou Y. Et ensuite, il y a le reste du film. Et pour tous ceux qui ont une image assez négative du Barbare du Nord, laissez-moi vous expliquer pourquoi Conan le Barbare est un film d'auteur. Eh oui, j'ai dit film d'auteur. Oui, bon, c'est vrai que dit comme ça, avec l'épée, bon. Bougez pas, je la pose.
Stagiaire! Merci stagiaire. Et donc, à sa sortie, le film a énormément divisé, certains le trouvant merveilleux, comme votre humble serviteur, et d'autres, comme Le Masque et la Plume, une émission de radio avec une bande de crétins élitistes à sa tête, ne jurant que par le grand cinéma, le cinéma français donc, qui ont d'ailleurs vivement critiqué des films absolument ridicules et depuis tombés dans l'oubli, comme, je sais pas moi, Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg ou encore Francis Ford Coppola et son parrain. Hein, c'est pas comme si les films étaient devenus des incontournables enseignés en école de cinéma. Après, ne vous prenez pas la tête avec ces messieurs-dames qui ont animé une émission qui a 28 ans. Mais c'est toujours marrant de voir comment les goûts ont beaucoup évolué depuis la nouvelle vague. Dommage que le cinéma français, lui, ne l'a pas fait. Heureusement, avec certaines pépites que j'ai eu l'occasion de voir récemment, avec un peu de chance, c'est en bonne voie. Mais donc, ces messieurs-dames se sont donc targués d'une punchline depuis devenue culte, faisant une contrepétrie et surnommant le film de, je cite, Conan le Barbant. Mais ils ne se sont arrêtés qu'à la surface. Pour commencer, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement dans ce film, et que beaucoup aujourd'hui oublient volontairement pour ne pas trop faire d'exposition, confondant besoin et narration. C'est sa mythologie. On nous parle du roi Osric l'usurpateur, des fils d'Arius, d'Aquilonia et de Chrome. Mais comment Osric est devenu l'usurpateur exactement? Qui sont les fils d'Arius? Ça se situe où sur une carte l'Aquilonia? Est-ce que les pecs de Chrome sont épiques? Avec tous ces petits exemples, le récit se crée un mythos, une histoire tangible passée comme si l'univers présenté avait réellement existé. Pour l'exemple, on a Game of Thrones avec ses langues, comme le Dothraki, ou encore plus récemment le récit de la Danse des Dragons. Ce sont des faits historiques propres à la fiction qui nous font clairement comprendre que l'histoire qu'on est en train de nous raconter est une parmi des centaines d'autres qui vont ou se sont déjà produites. Ensuite, Conan est avant toute chose un film sensoriel comme on n'en voit plus beaucoup dans le cinéma d'aujourd'hui. Un film qui laisse respirer son spectateur. Alors ok, certains des effets spéciaux comme le serpent ou encore la transformation de Thulsa Doom font franchement bizarre à l'heure où on est littéralement gavé de fond vert. Mais perso je trouve le travail de texture sur ce serpent absolument superbe. Et justement, tout fait vrai. L'attaque du village, Conan et Subotai qui courent dans les steppes, j'ai vraiment l'impression que ça pue la mort dans les cuisines, de sentir la moiteur des gladiateurs, le vent violent du mausolée me pique les yeux, la ville du roi Osric m'étouffe avec toute cette foule, et je me gèle les miches dans les contrées cimériennes. À aucun moment je ne doute de l'univers présent. Et pour un film de 1982, je le rappelle, c'est assez impressionnant. Pour continuer dans cette idée, je vais surtout mettre l'accent sur un détail plutôt massif du personnage principal. Sa toute première phrase est prononcée à pile 23 minutes de film. Avant ça, Conan n'avait pas prononcé le moindre mot, et pour être très franc, il est pas très causant notre barbare. En effet, pourquoi le personnage perdrait son temps, et le nôtre, à expliquer ce que nous avons déjà sous les yeux? On a déjà un narrateur pour ça, alors beaucoup des réactions passent par le jeu, comme dans cette scène où Valeria propose à Conan de s'enfuir. On sent que l'idée lui plaît, mais il a enfin trouvé l'homme qui a motivé sa soif de survie et de vengeance. Et c'est elle qui fait la conversation. Le mec n'ouvre pas la bouche de toute la scène. Le film laisse son spectateur interpréter ce qu'il a sous les yeux et ressentir l'épopée qu'on lui conte visuellement. Aujourd'hui, on appuierait tellement ce genre de scène à grand renfort de dialogue interminable ou mal écrit pour finalement n'être que du vent, parce qu'on ne devrait pas avoir à tout nous dire dans un art qui, je le rappelle, est visuel. Et c'est pas que j'aimerais que tous les films soient muets, hein, non. On est passé au parlant, vous pouvez arrêter de faire ça. Mais j'ai pas besoin que le personnage me tape une disserte de 18 pages sur son dilemme intérieur, mais qu'on me les montre justement, ces dilemmes intérieurs. Mais quand on parle de Conan, on imagine un immense bourrin de 2 mètres à moitié à poil qui trucide tout ce qui respire pour la simple et bonne raison qu'il serait profondément stupide. Laissez-moi vous prouver le contraire. Conan souffre beaucoup de l'étiquette qu'on lui a collée de films violents et bas de plafond, ce qui est vrai pour la violence, mais jamais rappeler que l'Agiborien, c'est comme si l'époque des croisades avait eu un bébé avec l'inquisition espagnole et qu'ils avaient jeté le poupon dans une arène remplie de chiens enragés. Ce qui, logiquement donc, nécessite une extrême violence en réponse à des temps extrêmement violents. Le mec, s'il avait le choix entre faire de la poésie ou péter des crânes, bah il choisirait quand même de trucider tout le monde. Mais après faut le comprendre, hein. C'est culturel pour son peuple, c'est un petit peu comme les sudistes et le pastis. Car tout au long de l'œuvre, on retrouve des discours et des questionnements philosophiques qui font toute la profondeur de ce film. Conan possède déjà un énorme parallèle christique. Pardon ? Ben, un enfant, fils d'un homme sage dont le peuple a été massacré, qui survit dans un désert, pour croiser la route d'un tyran créant autour de lui son propre culte païen dont le symbole est un animal, soit une fausse idole, et qui sera crucifié et littéralement tué par celui-ci, avant d'être retrouvé par des amis et apôtres, dépositaires de sa pensée aventurière et de son histoire, qui va donc ressusciter et faire tomber le faux dieu. Et oui, techniquement parlant, Conan a véritablement un parcours ressemblant fortement à celui de Jésus.
Bon, Jésus, style les inconnus, hein, mais un Jésus quand même. Et la place des dieux est particulièrement mise en avant dans ce film. Il s'ouvre avec la légende de Chrome, une divinité qui prend racine dans les mythes nordiques avec son Valhalla, mais aussi grec puisqu'il est sur sa montagne, son Olympe. Il est détenteur du secret de l'acier volé par les géants qui existe chez les nordiques, qu'on appelle aussi Jotun ou Jotnar, qui furent jetés dans la mer par Chrome comme certains titans. Et les hommes du Nord retrouvèrent le secret de l'acier et le gardèrent pour eux, comme les mortels gardèrent le feu offert par Prométhée. Sumotai prit les 4 vents, ressemblant à Fujin, dieu japonais qui déplace les vents avec un baluchon fédère, ce qui ressemble beaucoup à notre voleur, toujours équipé d'un carquois. Et tant qu'on parle de religion, parlons du faux prophète. Thulsa Doom, en plus d'avoir un nom et un interprète qui pue le style, est l'antagoniste du film. Et s'il débute l'intrigue de façon guerrière, il est surtout un leader religieux. Son culte lui donne des pouvoirs magiques comme la métamorphose, le serpent, son symbole, le représente plutôt bien, lui offrant un parallèle avec le serpent de la Genèse, tentateur, charmeur, envoûtant, comme quand il plonge son regard dans celui de la mère de Conan et lui faisant baisser les armes. Mais principalement, il pose une question qui sera le gros dilemme théologique du film. C'est quoi le secret de l'acier? Et là, il va falloir être attentif parce que c'est le débat philosophique de toute l'œuvre. Conan ne sait pas vraiment ce qu'est le secret de l'acier. Il me demandera quel est le secret de l'acier. Si je ne sais pas, il me jettera hors du Valhalla et rira de moi. Enfin, est-ce que c'est vraiment le cas? Dans sa jeunesse, Doom, lui, a cherché à obtenir le secret de l'acier par la force, et comme il ne l'a pas compris, il a cherché à découvrir le secret de la chair. Et pour lui, la chair est supérieure à l'acier, car si Doom est suffisamment charismatique pour justement avoir un pouvoir sur les autres, les poussant à ne craindre rien de moins que de le décevoir lui, un homme qui par ses mots, ses pouvoirs, l'envoûtement et la confiance qu'il dégage, arrive à se faire passer pour une sorte de dieu capable d'offrir la vie éternelle à ses fidèles les plus aveuglement dévoués à ses dogmes ainsi qu'à ses désirs, et leur promettant d'être délivrés au moment du jugement dernier. Bon alors pour le faire court, le gars coche toutes les cases de la dérive sectaire. C'est très simple, on a un culte de la personnalité tourné autour d'un leader charismatique qui est aussi un excellent orateur, des fidèles capables de donner leur fric, leur vie ou même de tuer pour lui, avec un dress code et des pratiques qui isolent de toute aide extérieure, comme la famille ou les amis, et pour finir, une bonne grosse menace de fin du monde, histoire de bien les faire flipper de finir dans les marmites de Satan une fois morts, parce que manque de bol, à la distribution des religions, ils se sont tous plantés, mais pas eux. Il déclarera même être le père de Conan, celui qui lui a donné un but, un objectif, une voie à suivre pour survivre et le tuer, se plaçant constamment au centre de l'histoire des autres comme la chose la plus importante. Pour lui, il est tout, et donc a tout pouvoir sur les autres. Et pourtant, si son discours sur le fait évident que l'acier n'est rien sans la main qui la tient ou l'a fabriqué, Doom n'a pas compris ce qu'était le secret de l'acier, ce qu'il est réellement et pourquoi celui-ci est bien supérieur à son culte, sa magie, son charisme et même son armée de fidèles. Le secret de l'acier, c'est nous-mêmes. Et la réponse elle est donnée en début de film quand le père de Conan lui explique justement. Et aussi par les premières paroles du personnage. C'est juste qu'il était trop jeune et trop inexpérimenté dans la vie pour comprendre réellement qu'il incarne sans le savoir le secret de l'acier. Ce n'est pas le métal qui tord les empires, qui tranche les têtes des tyrans, qui conquit les peuples. C'est la volonté propre de celui qui la tient. La volonté de Conan d'être libre, de vivre des aventures, de devenir riche, d'aimer, d'être aimé et de se battre sans retenue, sans relâche pour ce qui lui semble juste, qui font que Conan triomphe. Car il ne compte que sur lui-même et ses capacités pour obtenir ce qu'il désire. Et là, vous êtes en train de vous dire, jeune spectateur attentif que vous êtes, mais attends, Conan il a des alliés, donc techniquement il réussit pas tout seul. C'est exact, mais Conan se repose sur les autres uniquement pour pallier à ce qu'il n'arrive pas à faire lui-même. Pour le reste, ce sont ses amis qui le suivent dans ses aventures et dans ses projets. Par l'inverse. Et c'est justement sa défaite contre Doom en milieu de film qui lui fait comprendre que son désir seul ne suffira pas à le vaincre, mais de s'appuyer sur ses alliés qui l'aiment, le comprennent et ont foi en lui, et pour qui il est prêt à mourir ou à tuer, comparément à Thulsa Doom qui rassemble les autres autour de lui pour se servir d'eux comme des marionnettes soumises à ses caprices et pour flatter son ego de gourou dont chaque membre de son culte est remplaçable et dont il se fout complètement. M'en fous, j'en ai d'autres. Car la chair est faible et se laisse rapidement abuser par la peur ou abandonne très vite ses convictions, même les plus extrêmes quand ses certitudes sont remises en question, ou simplement décapitées. Une fois mort, le culte pouvait continuer de vivre en trouvant un nouveau prophète, mais ils ont tous lâché l'affaire, voyant que leur dieu n'était rien d'autre qu'un homme tout comme eux, et qu'il n'apporterait rien d'autre que des mots. Là où Conan, lui, agit, guidé par une volonté faite d'acier. Et c'est justement quand Conan est le plus complet, réussissant à vaincre ses ennemis, que symboliquement, l'épée de son père se brise sous la force de sa volonté, fort d'un parcours qui lui a montré la voie à suivre pour ne plus avoir besoin de chercher ce secret qu'il incarne pleinement. Et ainsi,
Ainsi, il réussit là où Thulsa Doom a échoué à découvrir le secret, lui préférant la facilité de la chair. Mais un jour, beaucoup plus tard, Conan conclura ce parcours et son histoire en incarnant justement ce qu'était Doom, un leader en devenant roi par ses propres moyens. Et pour conclure avec le secret de l'acier, il va falloir qu'on parle de cette phrase. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. La phrase que je ressors à quasiment tous les repas de famille quand il y a quelqu'un qui me demande ce que j'ai l'intention de faire de ma vie. Ça aide parfois de jamais avoir dépassé le stade de l'adolescence. Quand le général dit que sa plus grande peur est que ses fils ne le comprennent jamais, il pose la question. C'est alors que son fils lui dit qu'un cheval vaillant, du vent dans ses cheveux et de grandes terres à parcourir sont pour lui ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et son père lui rétorque que c'est faux, car encore une fois, il parle de plaisir, mais de plaisir de la chair. Une agréable brise, des possessions sur lesquelles jouer et un compagnon puissant pour faire le taf à sa place. Pour Conan, c'est mettre à terre tous ceux qui te barrent la route, devenir plus fort qu'eux, et que ton nom soit gravé dans les mémoires de leurs veuves, et par là même, de leur génération future. Ben ouais, le mec balance pas ça pour la classe, même si ça pète la classe. Il nous montre ainsi sa détermination, son désir de conquête et ses ambitions. Donc, Conan le Barbant, un film gore, stupide et bourrin? À vous de nous le dire en commentaire, et tant que vous y êtes, prenez 5 minutes pour nous dire ce qu'il y a de mieux pour vous dans la vie. Et pour continuer avec les parallèles philosophiques, il va falloir qu'on parle un peu de ce que représente notre héros. Si nous avons vu que Conan représente la volonté, il faut aussi comprendre qu'il est une véritable force de la nature, un véritable monstre de puissance, mais ce n'est pas uniquement parce qu'un bourrin bien musclé, c'est cool. Dans l'idée, il est l'incarnation de la force. Ce n'est pas pour rien que le personnage est joué par Monsieur Univers. Regardez-moi ces abdos, on pourrait y faire cuire des steaks. Force qu'il développera aussi bien physiquement, après des années de combat et sur la roue, qu'intellectuellement auprès de grands maîtres qui lui ont enseigné les meilleures stratégies de combat. D'après Nietzsche, non s'il vous plaît, vous barrez pas, prenez 30 secondes, écoutez ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Donc, d'après Nietzsche, le surhomme est celui qui assume son chaos intérieur et qui s'en rend le maître sans essayer de le refouler. C'est pas vraiment pour rien que le film commence avec une de ces citations, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Sans déconner. Le parallèle avec Conan est plus qu'évident quand on remet ceci en perspective. Conan est l'Ubermensch, le surhomme qui va, après une vie de souffrance qui le rendra un peu plus fort à chaque défaite, va lentement entamer un processus qui lui permettra, après son combat contre Rexor où il salue Chrome, se prouvant à lui-même que sa force et ses souffrances ont payé, car il obtient enfin sa vengeance, et une fois Doom enfin tué et son moment d'introspection terminé, en repartant à l'aventure, symboliquement, Conan oublie ses doutes, assumant son chaos intérieur et s'en rendant maître sans essayer de le refouler. Il devient alors l'incarnation de ce que la nature et la pensée ont créé de mieux, un humain supérieur. Alors oui, l'image du Ubermensch a beaucoup été utilisée par des Uber-glandus pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on préfère 1000 fois des barbares huilés aux longs cheveux bruns que des tiges blondes un peu trop portées sur les grosses bavaroises. Petit Grib, jolies jambes. Et nous terminons donc la partie philo. Ici, j'ai volontairement passé sur énormément de points profonds de l'intrigue, uniquement pour éviter que la vidéo ne fasse 2 heures, comme par exemple la figure du père. On a parlé philo, maintenant parlons technique. Alors, ça donne quoi? Eh ben niveau réel, c'est assez classique, il faut le dire. John Milius maîtrise son rythme, ce qui fait que sur un bon 2h05 de film, avec des plans contemplatifs et des grands discours, et au final très peu de scènes de combat, ben tu t'ennuies jamais. Beaucoup de transitions en fondu, d'inserts sur les jambes, de grands plans panoramiques sur de magnifiques décors naturels, un passage à tabac de caméraman pour faire ressentir la violence de la foule, son côté étouffant et le désarroi du personnage, et un truc que j'adore dans le cinéma des années 80, les cache-misères de génie. Faut bien comprendre que si maintenant on claque des fonds verts pour émuler une foule, et ben à l'époque il fallait faire ça à la main, ce qui veut dire créer de vrais décors, trouver des figurants, leur fabriquer des costumes et avoir une bonne équipe pour gérer tout ce beau monde, histoire que ça fasse naturel. Et pour le coup, eh ben, le film n'ayant qu'un budget de 20 millions de dollars de l'époque, on peut se dire que c'est terriblement peu pour un film de cette ambition. Et donc, certains des plans, comme celui-ci dans la ville du roi Auric, sont littéralement faits pour ne pas montrer qu'il n'y a que 2 acteurs, une poignée de figurants et l'équipe technique. Ou encore la fosse au gladiateur, visiblement un trou de 2 mètres sur 2 pour masquer le petit nombre de spectateurs, et où j'imagine à peine la galère que ça a dû être de filmer, parce que mettre une caméra, l'équipe et les acteurs dans un trou de souris a dû être une épreuve. Ça me fait beaucoup penser à Rocky 1 qui manquait tellement de thunes que cette grande scène de l'arrivée du champion, ainsi que celle de l'étalon italien, ont été en réalité tournées avec une 50aine de figurants et cadrés pour donner l'illusion qu'il y avait beaucoup de monde. Pour en revenir à Conan, il faut aussi parler de la direction artistique qui vaut son pesant de cacahuètes. La fosse ridiculement petite où des molosses de 2 mètres se battent pour ne pas nous laisser respirer. La cuisine rouge sang où on y prépare un genre de mélasse verdâtre qui doit franchement puer la mort. La salle de l'orgie blanche et immaculée qui contraste avec celle qu'on a vue juste avant, la montagne de Thulsa Doom, et son nombre ridiculement impressionnant de marches. Et si vous regardez mes let's play, vous savez exactement ce que je pense des escaliers. Aucun décor ne fait identique, ils ont
tous leur ambiance propre, appuyée par la musique magistrale du regretté Basil Polidouris, qui est probablement l'une des meilleures bandes originales composées pour le cinéma, et si ce n'est pas la meilleure, c'est parce que malheureusement certaines musiques sont assez similaires. Mais mon dieu, quelle force et quelle puissance dans cet orchestre symphonique! Elles sont toutes marquantes à différents degrés et aucune ne dénote jamais et contribue énormément à l'aspect féerique du film. Quant aux costumes assez cuir-moustache, il faut le dire, ils sont utilisés de manière à toujours être différents d'une scène à l'autre, histoire de crédibiliser l'univers et nous montrer visuellement l'impact du temps sur les personnages. Et tant qu'on parle des personnages, je suppose déjà que certains d'entre vous pensent que sous prétexte que notre protagoniste est une montagne de muscles huilés, le film tomberait fatalement dans un ultra-virilisme assumé, masculinité toxique, blabla blabla. Alors je vous conseille d'attraper une chaise, de vous asseoir et de vous préparer à la leçon d'écriture que vous allez bouffer. Il va bien falloir parler des personnages féminins du film, je vais volontairement passer sous silence la sorcière parce que franchement, à part dire certaines roses ont des épines et autres phrases de pseudo-philosophes de 15 ans trop bressons persuadés d'être des génies tragiques et incompris alors que la seule chose de profond chez eux c'est le néant qui sépare leurs oreilles, malgré sa plastique, ben y a pas grand chose à développer sur elle. Le film va donc mettre en opposition deux visions de la femme mais aussi deux visions de l'amour. Tout d'abord celle de Valeria, femme forte, guerrière, indépendante, qui trouve en Conan son égal. À leur première rencontre, et même à 2 contre 1, elle ne se laisse à aucun moment démonter par nos héros. Elle n'a aucunement besoin d'eux en fait sur un champ de bataille, et tout aussi capable qu'un Conan d'affronter des ennemis en plus grand nombre sans se faire trop chier. Si elle se laisse charmer par le géant cimérien, en plus de l'image du physique parfait vendu dans les années 80, c'est surtout car, comme elle le dit elle-même, une vie de solitude, bah c'est pas forcément génial. En Conan, elle imagine avoir un avenir, mais pas en tant que bonne mère au foyer, ce dans quoi le film aurait facilement pu tomber, surtout avec la tendance des années Reagan à vouloir rendre à la femme sa place de mère et /ou bobonne, cuisine, mais dans une relation où elle et Conan se battraient pour la même chose. Prenons ce monde sans pitié à la gorge et obligeons-le à nous donner ce que nous désirons. Et sa mort poignante impacte vraiment le spectateur, de par le discours de la condamnée, mais aussi la mesquinerie du symbole. C'est comme si Tolsadoum avait voulu nous dire « Tu m'as pris ma femme, alors je vais prendre la tienne ». Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire « Je t'aimerai toujours ». Et son sacrifice aide vraiment notre héros à avancer sur sa voie, ce qu'il fait en retirant le collier en forme de roue, souvenir de son passé d'esclave pour arborer le bijou qu'il lui avait offert et garder une trace de son aimé partout avec lui. Tu vois là, baby, t'es devant l'exemple parfait du mec amoureux d'une femme. Avançant vers cet avenir qu'il va devoir construire sans elle, comme elle l'aurait voulu. Et malgré la nature très fantasy du récit, il aurait été facile d'hypersexualiser le personnage, comme c'est souvent le cas dans les histoires médiévales fantastiques, mais promis, je ne vise pas du tout le personnage de Daenerys Targaryen, qui est à moitié à poil pendant presque toutes les saisons de Game of Thrones, comme si montrer son cul et ses nichons était la seule et unique solution pour la rendre forte et maîtresse de sa sexualité. Pas du tout! La seule fois où le personnage est nu, ben c'est la scène où elle couche avec Conan. Le reste du temps, c'est une aventurière et donc habillée en conséquence. Ce qui est au final le même cas que notre second personnage féminin, la princesse Yasmine. Fille du roi Auric, elle est la femme soumise du film. Complètement folle amoureuse du gourou, amour basé sur de l'adoration, voire même de l'idolâtrie, et non pas de véritables sentiments. Elle n'est qu'un trophée pour Tolsadoum, symbolisant l'emprise qu'il a sur les gens puisqu'il a réussi à faire chavirer le cœur et l'esprit de la fille d'un roi, rien que ça. On va pas se mentir, le gars s'en contre-tape d'elle. S'il entreprend de la récupérer une fois que nos héros l'ont enlevé, c'est uniquement dans le but de maintenir son image auprès de son culte et des autres. Même le moment où il lui tire dessus est véritablement un comportement toxique de « si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura ». Comme si cette meuf était un jambon. Et si vous avez été attentif, vous avez repéré 2 choses dans tout ce que je viens de dire. La première, c'est que oui, Tolsadoum est quand même une belle ordure qui prouve justement que cette tendance actuelle à vouloir diaboliser un groupe de personnes en particulier, le plus souvent des hommes blancs, et dont la fonction qu'ils servent au sein de la fiction est un énorme gâchis. Parce que si vous dévaluez les actions d'un antagoniste, contre quoi se battrait le protagoniste? Tiens, entendrais-je Bowser au loin? Et allez pas nous dire que ce film est raciste parce que Tolsadoum est noir. Sans déconner, aucun acteur à l'époque n'aurait eu ni le talent ni le charisme pour jouer un tel personnage. Mais peut-être qu'après tout, la couleur de la peau de l'acteur est peut-être plus importante que son talent. Je dis ça, je dis rien. Chais. Et maintenant que cette parenthèse est terminée, la seconde, c'est que ça m'a littéralement pris 3 phrases pour définir le personnage de la princesse, ainsi que sa relation amoureuse. Parce que oui, elle n'est là que pour servir le personnage de Tolsadoum.
Alors que Valeria, ça m'a littéralement pris 2 heures juste pour essayer d'être le plus complet dans sa complexité. Pour conclure, Conan le Barbare est une œuvre extraordinaire, bien loin du stéréotype d'actionneur des années 80 qu'on veut bien lui laisser, et j'espère vous avoir fait changer d'avis sur ce classique du 7ème art. Le problème, c'est que le film a eu une suite, bien loin de la profondeur et de la pertinence de son aîné, mais nous verrons ça une autre fois puisque cette vidéo est à présent terminée. Je remercie à nouveau le duo comique de bien avoir voulu participer à cette vidéo, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Je remercie aussi Floxil et Dova qui ont énormément participé à cette vidéo et qui l'ont rendu quand même bien meilleur en termes de qualité. Sur ce, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, c'était Simon Belmont, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.